Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. L'actualité de ce 16 décembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, échec de la paix négociée entre le Rwanda et la RDC. Plusieurs questions se posent à ce jour, notamment que doivent faire les autorités de Kinshasa pour s'en sortir devant le jeu de ruse que semble jouer le Rwanda. Plus de détails dans ce journal. Et à l'international, en Afrique, la baisse du taux d'inflation s'observe dans plusieurs pays, tandis que certains connaissent une hausse et d'autres une nette stabilité. Commençons avec cette information. La région des Grands Lacs africains face à l'échec de la paix négociée entre le Rwanda et la RDC. Que doivent faire les autorités de Kinshasa pour s'en sortir devant les jeux de ruse que semble jouer le Rwanda? Le débat fait rage et si les négociations ne sont que des manœuvres politiciennes pour duper, la question est sérieusement analysée, mais il est illusoire de tendre la main dans l'espoir d'obtenir une paix durable, pensent certains experts. Patrick Ilunga nous en dit plus. La diplomatie, c'est la guerre autrement. La formule a fait son chemin dans l'histoire de relations internationales. Dans la région de Grands Lacs, cette affirmation se vérifie encore plus après que le Rwanda et la RDC entrent dans un bras de fer diplomatique autour de la guerre à l'est du Congo. Que doit-on attendre du processus de Luanda? Nikes Kibelbel, expert de questions militaires, fait part de sa lecture. Luanda est protocolaire. C'est juste pour des civilisés qui disent, bon, si je ne pars pas, on risque de me dire que non, c'est moi, ainsi de suite. On ne pose pas le vrai problème du Rwanda. Le vrai problème du Rwanda, à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est que nous avons des Rwandais au Congo. Des Rwandais qui, au lieu de régler leurs problèmes au Rwanda, ont choisi le Congo pour trouver des solutions. Et ces solutions qui vont à l'encontre du respect de la dignité du Congolais. Les FDLR dont on parle, c'est des Rwandais. Ils sont au Congo. La RDF, la Rwanda Defense Force, elle est où? Elle est au Congo. Le M23, elle est où? Elle est au Congo. Donc si la communauté internationale est à la tête des États-Unis qui soutiennent le Rwanda et la Grande-Bretagne, si on disait au Rwanda, ouvrez l'espace politique, discutez avec d'autres Rwandais, les FDLR iraient au Rwanda. L'armée rwandaise, qu'est-ce qu'elle viendrait faire au Congo? Donc au départ, c'est un problème typiquement rwandais, entre les Rwandais. Au finish, il s'agit d'une guerre d'usure, un rapport de force interminable. La guerre, c'est le prolongement de la politique par d'autres moyens. Donc ceux qui n'ont pas obtenu politiquement, ils cherchent à l'obtenir par la guerre, par la violence. Et donc, nous ne devons pas être dupes pour croire que en nous réunissant autour d'une table, les intentions vont changer. Parce que même l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, nous devons rester dans la logique que la politique, c'est un rapport de force. Le jour où la RDC, avec son armée, avec sa diplomatie, avec ses médias, vont s'imposer, et ce jour-là, le rapport de force va changer. Et vous verrez, comme à l'époque de Mobutu, que le Rwanda, l'Ouganda et tous ces pays vont commencer à s'agenouiller devant le géant RDC. Donc, en attendant de croiser le fer encore une fois de plus autour du médiateur, le Rwanda et la RDC prolongent la confrontation par médias interposés. Sur les théâtres du Nord Kivu aussi, les bruits de bottes ne sont pas en reste. Et pour discuter sur ce sujet, nous avons un intervenant ce soir. Il s'agit de Patrick Ilunga, journaliste à Géopolis Télévision. Bonsoir à vous. Bonsoir Damani Mujinga, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Voilà Patrick Ilunga, encore une tentative de négociation entre le Rwanda et la RDC qui n'aboutit pas. Pourquoi le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais n'ont pas pu se rencontrer dimanche à Luanda comme c'était prévu? Voilà, le président Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame n'ont pas pu se rencontrer parce que Paul Kagame, le président rwandais, n'a pas
fait le déplacement de Luanda. Il faut dire que le sommet était prévu de longue date quand même. Je crois de 3 semaines déjà, c'était connu. Mais le sommet a été précédé par des travaux des délégations ministérielles. Du côté rwandais, la délégation avait été conduite par le président, par le ministre des Affaires étrangères. La délégation congolaise avait été conduite aussi par le ministre des Affaires étrangères. Il y a eu des travaux entre délégations, les travaux qui sont allés jusque tard dans la nuit. Et il fallait harmoniser les vues pour préparer justement la rencontre entre les deux chefs d'État. Et il s'est fait que dans la préparation des vues, en tout cas dans l'effort d'harmoniser les vues, le Rwanda a posé comme condition aussi, pour que le président Kagame se déplace pour Luanda, il fallait que la délégation congolaise accepte de négocier ou bien d'ouvrir les dialogues directs avec les rebelles. C'est que la délégation congolaise a refusé, parce que les autorités congolaises ont toujours refusé de dialoguer avec les rebelles, ce qui a capoté, et la délégation congolaise avait été informée que le président rwandais ne ferait pas le déplacement de Luanda, ce qui a été, bon, on va dire, interprété diversement. Il y en a qui disent que c'est une humiliation infligée à la RDC. Un manque de respect. Il y en a qui disent aussi que c'est un manque de respect vis-à-vis du médiateur, mais il y en a qui disent aussi que c'est une réussite, un succès de la diplomatie congolaise qui a prouvé au monde entier que l'obstacle de la paix dans la région, c'est le président rwandais Paul Kagame. Donc, on va dire c'est une affaire diplomatique qui est diversement interprétée, mais il faut rappeler qu'entre les deux chefs d'État, la tension n'a pas baissé, même si politiquement, on a eu l'impression qu'il y a eu des avancées au niveau de négociations pour la paix, mais entre les deux chefs d'État, la tension n'a pas baissé parce que ça faisait 10 mois qu'ils ne se sont pas rencontrés. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était à Addis Abeba en février 2023. Et c'était une rencontre avec beaucoup de tensions, bien qu'il y avait des délégations de plusieurs pays. Le médiateur a profité du sommet de l'Union africaine pour rencontrer les deux chefs d'État. Mais la rencontre s'était soldée par une sorte de tension entre les deux hommes d'État. Et le président angolais avait résolu finalement de les recevoir à Luanda. D'abord, en premier temps, dans une sorte de sommet tripartite, Angola, RDC, Rwanda. Finalement, le président angolais s'était résolu de recevoir chacun séparément. Donc, il avait reçu le président Tshisekedi en tête-à-tête. Et il avait reçu aussi le président rwandais en tête-à-tête. Ok. Alors, Patrick Ilunga, nous savons que ce sommet a été tant attendu, non seulement ici en RDC, mais aussi à travers le monde. Et une fois de plus, c'est encore un échec. Alors, quelle suite sera réservée au processus de paix de Luanda? Alors, la suite, c'est vrai qu'il y en a qui ne se font plus beaucoup d'illusions par rapport à la réussite de la recherche de paix à travers des moyens diplomatiques et politiques. Bon, il faut dire que les négociations ou bien le processus de paix avaient été... il y avait d'abord le processus de Nairobi, il y avait aussi le processus de Luanda. Celui de Nairobi avait... Bon, là, en tout cas, les présidents au niveau de la communauté d'Afrique de l'Est ont décidé de fusionner pour raison d'efficacité les deux processus, raison pour laquelle dimanche à Luanda, vous avez vu, même le facilitateur du processus de Nairobi, le président Uhuru Kenyatta, faire le déplacement. Il était question de, on va dire, passer un petit peu le flambeau au président João Lourenço de l'Angola, parce que lui, en tant que facilitateur du processus de Luanda, il a, en tout cas, il a vu que c'était impossible. En tout cas, il a presque renoncé. Il a en tout cas passé la main au président angolais pour que les deux processus soient fusionnés en un seul. Actuellement, il y en a qui disent carrément que le processus de Luanda, c'est aussi un échec. On ne sait pas à quoi s'attendre. Est-ce qu'il faut
la société civile à Goma ou bien dans le nord qui vous propose justement qu'il faut passer par les armes pour avoir une paix, une paix, et voilà, la voie de la guerre pour avoir une paix durable. Ça, la société civile le dit sans gants, mais au niveau diplomatique, ça ne semble pas aller. Au niveau diplomatique, ça ne semble pas aller, mais le président Lorenzo n'a pas renoncé. Il dit que la réunion ou bien le sommet va être remis à plus tard. Du côté congolais, on dit aussi que le report, c'est-à-dire on compte toujours sur le processus de Luanda, donc on a remis à plus tard la rencontre entre les deux chefs d'État. Du côté rwandais, c'est un peu plus explicite. On dit, bon, actuellement, le Rwanda est engagé, en tout cas, compte toujours sur le processus de Luanda pour résoudre la question congolaise. Mais Kigali pose comme condition, la RDC doit ouvrir absolument le dialogue direct avec les rebelles. C'est que les autorités congolaises disent jamais on ne pourra parler avec ces terroristes-là. Donc, on est un petit peu, on va dire, le processus bat de l'aile, il faut le reconnaître. Alors, au niveau international, il faut aussi rappeler que l'administration Biden s'est beaucoup investie pour avoir en tout cas le cessez-le-feu entre les rebelles et la force, on va dire les FARDC, l'armée congolaise, d'une part, et d'autre part, un certain apaisement entre le Rwanda et la RDC. Maintenant que l'administration Biden est en train de passer la main, en tout cas ce sera dans un peu plus d'un mois, en train de passer la main à l'administration Donald Trump, on ne sait pas quelle politique Donald Trump va amener par rapport à cette guerre-là. Donc on croise le doigt. Il faut rappeler que tout récemment, jusqu'au mois de novembre, chacun commençait à espérer en tout cas une sorte de paix, parce que le Rwanda et la RDC ont réussi même à lancer un nouveau mécanisme de vérification pour suivre justement les questions de paix. C'était à Goma, le ministre rwandais a fait le déplacement de Goma, mais hélas, aujourd'hui on se rend compte que tout ça est en train de s'écrouler. Voilà, merci à vous Patrick Ilunga pour ces éclaircissements. Je vous remercie. En parallèle de ces débats géopolitiques, le dimanche 15 décembre 2024, la Chambre haute du Parlement a officiellement clôturé sa session ordinaire de septembre. Une session qui a débuté le 15 septembre et qui aura permis l'examen et l'adoption des lois telles que le projet de loi portant reddition des comptes 2023, le projet de loi des finances rectificatives 2024, le projet de loi de finances exercice 2025, ainsi que plusieurs autres lois. Patience Lokeke aux commentaires. Dans son discours de clôture, le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samalou Kondé, a souligné l'importance des travaux accomplis au cours de cette session, principalement axés sur le budget. Il a également salué l'engagement et l'assiduité des sénateurs lors des différentes plénières, en particulier celles organisées en nocturne durant la dernière semaine. Il a également rendu hommage à l'abnégation du personnel politique, administratif et technique du Sénat qui ont contribuer à l'accomplissement de missions constitutionnelles de la Chambre haute. L'honorable président du Sénat a en outre mentionné l'adoption des 12 autres projets de loi, dont les projets de loi sur la convention des crédits syndiqués, l'habilitation du gouvernement, ainsi que le projet de loi autorisant la ratification par la RDC de l'accord portant création de l'Agence des facilitations du transport en transit du corridor de Lobito. Concernant la révision ou la modification de la Constitution, une question très débattue actuellement, le président Samalou Kondé a précisé que le Sénat est prêt à soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa vision et à juger tout autre commentaire sur ces sujets inappropriés. Pour clore le chapitre de vacances parlementaires, il a encouragé les honorables sénateurs à se rendre dans leurs circonscriptions respectives pour une immersion de 15 jours minimum afin d'en observer les réalités et à soumettre un rapport lors de l'ouverture de la prochaine session. Parlons sécurité dans la ville de Kinshasa, lutte contre le banditisme urbain à Kinshasa. Le commissariat provincial de la police a lancé le week-end dernier la 3e phase de l'opération Dobo Hamson, une opération, a-t-il reconnu, qui doit encore faire ses preuves. Rachel Bisenga.
Au centre, porté. Armée. À Kinshasa, les Koulouna sont désormais traqués jour et nuit. Il s'agit de la phase 3 de l'opération Ndobo qui, comme l'a reconnu le commissaire supérieur principal Faustin Numbi, n'a pas encore atteint ses objectifs opérationnels. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e phase de l'opération Ndobo. Jusque-là, les échos sont négatifs. On n'a pas encore réussi l'objectif ou le fait recherché par la hiérarchie. Zéro Koulouna dans la ville de Kinshasa. Sur instruction du commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, commandant de la police de la ville-province de Kinshasa, des troupes renforcées ont été déployées pour traquer le bandit urbain dans diverses zones ciblées, y compris dans les endroits difficiles d'accès. Les unités ont été mixées avec le renfort de la LENI et de l'UPI. Maintenant, on embarque avec l'efficacité, avec nos guides. L'objectif est de débarrasser la ville de ces bandits urbains dits Koulouna, surtout en cette période de fin d'année. Au cours de cette opération, les éléments de la police sont intégrés. On y trouve des unités de la Légion nationale d'intervention ainsi que celles du groupe IPHI qui apportent leur soutien à la police territoriale pour traquer et maîtriser les auteurs de crimes qui terrorisent la population de la capitale de la République démocratique du Congo. En santé, le mystère est enfin levé. Le décès enregistré en cascade dans la province du Kwilu sont liés à des cas de paludisme sévère. La révélation a été faite ce lundi 16 décembre lors de la réunion hebdomadaire sur l'Mpox. Au cours de la même réunion, il a été noté une légère hausse des cas d'Mpox dans cette province, résultat de l'intensification des dépistages. Gigi Nende. Le mystère entourant la maladie qui secoue actuellement la zone de santé de Mpandi dans la province de Kwilu a été levé. Selon les résultats des analyses de laboratoire, il s'agit d'un paludisme grave, présentant des symptômes respiratoires qui se développent sur terrain, marqués par la malnutrition. Et cette révélation a été faite lors de la réunion hebdomadaire des partenaires sur la Mpox ce lundi 16 décembre à Kinshasa. Concernant l'évolution de la Mpox, une légère augmentation des cas a été observée au cours de la semaine 50. Cependant, cela résulte principalement du déploiement des agents de santé afin de garantir la réalisation des tests. En ce qui concerne la vaccination, la chaîne de transmission a été mise à jour et des stratégies adaptées sont en cours, notamment avec l'arrivée d'une délégation japonaise et la distribution du vaccin L16. De plus, les contacts des cas suspects ont été suivis avec un taux de suivi de 72% des contacts et seulement 10% d'entre eux sont devenus suspects. Les autorités continuent leur mobilisation et renforcent la réponse afin de contenir l'épidémie. Les mesures de prévention et de lutte demeurent prioritaires pour limiter la propagation du virus et protéger la population. En dehors des urgences sanitaires, des affaires insolites dignes de films hollywoodiens, s'écoule la capitale. Le corps d'une défunte disparaît de la morgue où la dépouille était conservée. La mésaventure se passe à Kinshasa où le corps de la professeure d'université Lucienne Kabangi Mutanda, récemment décédée, est introuvable à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. L'affaire plonge la famille éplorée dans le désarroi en même temps qu'il lance le débat sur la sécurité dans les installations de conservation des défunts. Toujours avec Gigi Nende. Situation aussi inquiétante que rocambolesque samedi à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, où serait passée la dépouille de la professeure Lucienne Kabangi Mutanda. Le corps n'a laissé aucune trace. Certaines sources proches du dossier soupçonnent l'hôpital d'avoir confondu des corps. Dans cette hypothèse, la défunte professeure aurait été déjà inhumée par méprise à la place d'un autre défunt. Cette méprise met en lumière des problèmes structurels et d'organisation dans les morgues, pourtant censés être des endroits de haute sécurité où les vivants côtoient les morts. Il est donc important qu'il y ait une mise en place des mesures par les autorités pour assurer un
stockage convenable des corps dans les morgues et lutter contre les pratiques d'indignité et qui ont souvent cours dans certaines morgues. Des systèmes de vidéosurveillance, des registres exhaustifs et une meilleure formation des personnels de morgue sont des alternatives pour remédier à cette situation. Le cas de la professeure Mutanda doit être l'occasion pour les autorités d'agir en faveur d'une gestion plus responsable et sécurisée des corps dans les morgues à Kinshasa. Dans ce journal, une vidéo attribuée à Tekefu Gourmet Mining circule sur les réseaux sociaux. La séquence montre un camion élévateur en train de charger des feuilles de métal sur un camion poids lourd. Cette opération, conduite sans aucune norme de sécurité, a occasionné le décès d'un travailleur pendant la manœuvre en laissant tomber sur le pauvre la lourde botte de feuilles métalliques soulevée sans précaution. Ce dernier est décédé sur le coup. Tekefu Gourmet Mining tient à signaler que cet environnement de travail ne correspond ni à la RDC ni à aucun paysage de ses installations, encore moins à ses pratiques en matière de sécurité au travail. Dans un autre registre totalement différent, l'attention se tourne vers le monde du sport. Les CAF Awards 2024 se tiendront ce lundi 16 décembre 2024 au prestigieux palais de congrès de Movenpick à Marrakech au Maroc. La RDC est représentée par le sélectionneur national des Léopards, Sébastien Desabre, pour le prix de meilleur entraîneur de l'année. L'entraîneur du FCF Mazembe de Lubumbashi, Lamia Boumendi du club féminin Mazembe pour le meilleur club de l'année, et de la joueuse du FCF Mazembe, Lacho Flora Marta, pour le prix de la meilleure joueuse interclub de l'année. Blaise Kouzola. La Confédération africaine de football remet ce lundi ses récompenses individuelles, parmi lesquelles les très convoités trophées du joueur africain de l'année. De la succession du Nigérian Victor Osimhen, les listes des finalistes pour ces CAF Awards 2024 qui auront lieu à Marrakech au Maroc sont révélatrices des états de troupe du football sur le continent. La RDC est bien représentée avec des nominations dans les catégories ci-après. Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards, est en lice pour le titre de meilleur entraîneur africain de l'année, aux côtés de Hugo Bross et d'Hermès Faé, l'Ivoirien. Le TP Mazembe féminin concourt dans la catégorie du meilleur club africain, une belle reconnaissance pour les performances de l'équipe féminine sur la scène continentale, notamment avec les titres de championne d'Afrique remportés il y a quelques semaines. Lamia Boumedi, entraîneur de l'équipe féminine du tout-puissant Mazembe, est nommé dans la catégorie de meilleur entraîneur de l'année. Le football club féminin TP Mazembe est nominé dans la catégorie du club féminin de l'année. Les autres nominations sont les suivantes. Joueur africain de l'année, Roniam Williams, Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns, Simon Adingra, Côte d'Ivoire, Brighton, Serhou Guirassy, Guinée, Borussia Dortmund, Achraf Hakimi, Maroc, Paris Saint-Germain, Ademola Lookman, Nigeria, Atalanta, Bergame. Joueuse africaine de l'année, Sanam Soudi, Maroc, AS FAR, Barbara Banda, Zambie, Orlando Pride, Chamaka Nyadozie, Nigeria, Paris FC. Gardien de but de l'année, Roniam Williams, Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns, André Onana, Cameroun, Manchester United, Yaya Fofana, Côte d'Ivoire, Angers. Gardienne de but de l'année, Khadija El Merichi, Maroc, AS FAR, Chamaka Nyadozie, Nigeria, Paris FC, et Andil Dlamini, Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns. Joueur interclub de l'année, Roniam Williams, Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns, Ahmed Zayed Zizo, Égypte, Zamalek, Hussein El Shaha, Égypte, Al Ali. Joueuse interclub de l'année, Marta Lacha Flora, Angola, TP Mazembe, Doha El Madani, Maroc, AS FAR, Sana Msoudi, Maroc, AS FAR. Jeune joueur de l'année, Karim Konaté, Côte d'Ivoire, Red Bull Salzbourg, Oumar Diakité, Côte d'Ivoire, Stade de Reims, Lamine Camara, Sénégal, AS Monaco. Jeune joueuse africaine de l'année, Doha El Madani, Maroc, AS FAR, Abiba Sabri, Égypte, FC Massar, Chamaka Okochukwu, Nigeria, Rivers Angels. Club de l'année, Mamelodi Sundowns, Afrique du Sud, Al Ali, Égypte, Zamalek, Égypte.
Équipe nationale de l'année, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Nigeria. Équipe nationale féminine de l'année, Afrique du Sud, Nigeria, Maroc. Toujours en sport, le rassemblement des léopards seniors messieurs à Prime ont commencé ce lundi 17 décembre 2024 à l'hôtel La Béatrice, niché dans la commune de Lagombe. Cette réunion marque le début des préparatifs pour la double confrontation entre la République démocratique du Congo et le Tchad dans le cadre des éliminatoires du 8e championnat d'Afrique des Nations Total Energies 2024. Toujours avec Blaise Kouzola. Le rassemblement de léopards à Prime a débuté ce lundi 16 décembre 2024 à Béatrice Hôtel, dans la commune de Lagombe, en prélude de la double confrontation face au Sao du Tchad, dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Total Energy 2024, dont la phase finale aura lieu au Kenya, Ouganda et en Tanzanie du 1er au 28 février 2025. La manche aller est prévue pour le 21 décembre 2024 au stade Alassane Ouattara d'Embipé à Abidjan sous le coup de 16h heure locale et le deuxième acte se jouera le 28 du même mois au stade de Martyrs à 17h heure locale. Deux fois vainqueurs du CHAN 2009 et 2016, le Fauve congolais ont la mission de valider leur ticket au prochain tour, puis faire bonne figure à celui-ci après avoir été débarqué en phase de groupe lors du dernier CHAN algérien, du reste remporté par les Sénégal devant le pays hôte. Les hommes d'Otis Ngoma en sont conscients et sont tous déterminés à redorer l'image de Marc ternie. Pour les sportifs avertis, les léopards à Prime ont toutes les chances de faire mieux qu'en 2022 au regard de choix opérés par les staffs qui a tenu compte de performances de tout un chacun au championnat local mais aussi aux interclubs de la CAF. Les 24 sélectionnés sont donc attendus sur le lieu de rassemblement avant de s'envoler en direction d'Abidjan pour les premiers actes face au Sao du Tchad. Mesdames et messieurs, faisons place à présent à la page internationale. L'inflation a baissé notamment au Niger, au Togo, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Elle est cependant en hausse au Burkina Faso, au Sénégal et au Mali, tandis que la Guinée-Bissau a connu une quasi-stabilité au cours du mois d'octobre 2024. Suivez. Les taux d'inflation a reculé de 0,2 points, passant de 3,6% en septembre à 3,4% en octobre 2024 au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a indiqué le bulletin statistique de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. En parallèle, les taux d'inflation sous-jacente incluant le prix de produits frais et de l'énergie est resté stable à 2,3% en octobre 2024, identique à son niveau de septembre, relève la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Une baisse de l'inflation a été notée notamment au Niger, au Togo, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Cependant, la hausse a persisté au Burkina Faso, au Sénégal et au Mali, tandis que la Guinée-Bissau a connu une quasi-stabilité. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest prévoit une inflation moyenne de 3,6% pour l'ensemble de l'année 2024 contre 3,7% en 2023. Lors de la réunion de son comité de politique monétaire le mercredi 4 décembre 2024, elle a maintenu son taux directeur de 3,5%, mettant en garde contre les risques haussiers pour 2025. Et en 2022 et 2023, les achats nets des banques centrales ont atteint respectivement 1081 et 1037 tonnes. La demande élevée de ces institutions intervient en période d'incertitude géopolitique et économique, soutenant la hausse du prix de l'or, considéré comme une valeur refuge. La demande d'or de banque centrale devrait être supérieure à 500 tonnes en 2025. Cette prévision intervient alors que les achats nets de banques centrales au cours de 2 dernières années ont dépassé 1000 tonnes et ont atteint déjà 694 tonnes pour les 9 premiers mois en 2024. Au cours de 2 premières années, il faut cependant souligner que les banques centrales des pays émergents se sont particulièrement illustrées avec l'Inde et la Turquie en tête sur la période des 10 mois s'achevant en octobre 2024.
Notons que le Ghana est le seul pays africain à figurer dans le top 10 mondial. Cette frénésie d'achat devrait se poursuivre en raison notamment des inquiétudes relatives au poids de la dette souveraine des États-Unis. Cela contribuera, selon la banque, à maintenir les prix de l'or à des niveaux élevés avec un objectif de 2 900 $ l'once d'ici 2025. La demande d'or des banques centrales a en effet contribué à soutenir cette année à la hausse du prix de l'or qui se dirige vers sa meilleure performance annuelle à plus d'une décennie. Alors que le prix du métal jaune a augmenté de 28% à la fin de novembre et se négocie actuellement autour de 2 600 $ l'once, l'achat de banques centrales y aurait contribué à hauteur de 7 à 10%. Complétons l'actualité avec la revue de presse dans une sélection et commentaires de Don Moumat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'échec du processus de Luanda domine l'actualité quinoise, une situation mise en lumière par Le Phare qui titre « Kagame crée l'impasse ». L'accord qui devait être signé par Kinshasa et Kigali prévoyait le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Un calendrier y afférent devait également être arrêté. Du côté de Kinshasa, c'était l'engagement de neutraliser quelques résidus des FDLR encore présents sur le sol de la RDC. Hélas, cette énième rencontre a une fois de plus avorté à cause d'une exigence de Kigali sortie on ne sait d'où. Forum 2 As rapporte qu'au cours d'un briefing co-animé les dimanches avec la ministre d'État aux Affaires étrangères, le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya a précisé que le refus de Kagame de se rendre à Luanda témoigne de la volonté de ces derniers de revendiquer la paternité du M23 en conditionnant tout accord de paix avec Kinshasa à un dialogue avec ces groupes jugés terroristes. Kaykwamba confirme, Kagame a préféré sacrifier la corde et la paix au profit du M23. La prospérité abonde dans le même sens, soulignant que la non-venue de Kagame au sommet de Luanda ne fait que retarder l'inéluctable. Patrick Muyaya a précisé, nous savons qu'aujourd'hui, il ne viendrait pas, parce qu'il ne pouvait pas trouver sa place dans un environnement où on veut parler de paix, vu le profit qu'il engage à travers les déplacements des populations et le pillage systématique. Il a rappelé qu'au début de la crise, le Rwanda évoquait plusieurs prétextes tels que les discours de haine, la problématique des réfugiés et la question des FDLR. Aujourd'hui, aucun de ces prétextes ne se pose. EcoNews relance également la question de la sincérité du Rwanda dans le processus de paix, soulignant que l'absence de Kagame au sommet de Luanda soulève des doutes sur la véritable volonté de Kigali de parvenir à une solution pacifique. Info 27 confirme également cette analyse, soulignant la duplicité de Kigali qui, tout en plaidant pour une résolution pacifique, continue de soutenir le M23 et d'entretenir un climat d'agression et d'instabilité en RDC. Malgré ces obstacles, Géopolice Hebdo rappelle que la RDC et le Rwanda continuent d'encourager le processus de Luanda, bien que ces derniers ne parviennent pas à satisfaire pleinement toutes les parties prenantes, y compris le rebelle du M23, qui accuse le processus de ne traiter que partiellement la question du conflit en RDC. Cette situation, pour l'auteur de l'article, laisse présager des jours difficiles à venir, notamment dans la province du Nord Kivu, où le combat a repris en novembre, mettant fin au cessez-le-feu en place depuis août. Dans un autre contexte politique, Délice Sanga, président du parti en vol, a réagi aux attaques de Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre en charge de transport. Lors d'un meeting à Tchangou, Délice Sanga a dit que Bemba semble avoir appris à insulter auprès de ses nouveaux partenaires politiques, plutôt que de se concentrer sur son rôle, à savoir la gestion efficace du secteur des transports, notamment pour résoudre le problème d'embouteillage et de corruption qui plombe les quotidiens des Congolais. Parlons économie avec Chronique Eco, qui s'est intéressé au prix de produits des premières nécessités. Le tabloïd note que même après l'annonce de la baisse de prix de produits surgelés, une situation de statu quo persiste sur certains marchés, en particulier dans les quartiers de Kinshasa, où le petit commerçant semble ne pas être concerné par ces ajustements, affectant ainsi le pouvoir d'achat des Congolais. Fin de cette revue de presse et excellente semaine à tous. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Place au rappel des titres. Échec de la paix négociée entre le Rwanda et la RDC. Plusieurs questions se posent à ce jour, notamment que doivent faire les autorités de
pour s'en sortir devant les jeux de ruse que semble jouer le Rwanda. Vous avez suivi les dans ce journal. Et en Afrique, la baisse du taux d'inflation s'observe dans plusieurs pays, tandis que certains connaissent une hausse et d'autres une nette stabilité. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure, la même chaîne, en vous souhaitant un bon début de la semaine. Au revoir.